On a tué le gars à quel niveau? On peut aller là-bas vous montrer comment ça s'est passé? C'est une histoire abracadabrante qui se passe de tout commentaire. Un véritable film de terreur qui a conduit à l'assassinat du jeune Kevin Prunel, mototaximan dans l'arrondissement de Fongotongo, département de la Maine-Noire. Les événements se déroulent entre le 9 mai et juillet 2020. En date du 9 mai 2020, le jeune Mbuna Kevin Prunel, âgé de 23 ans, conducteur de moto dans le quartier de Fongotongo, est sorti de la maison, comme d'habitude, pour vaquer à ses occupations. Curieusement, il n'est pas rentré. Sa maman donc inquiète parce que, dit-elle, son fils ne passait jamais nuit dehors sans avoir eu à l'appeler pour l'avertir qu'il ne devait pas rentrer. Elle est donc venue ici le dimanche 10 mai nous signaler que son fils depuis hier est porté disparu avec sa moto. Mais ce dimanche 10 mai, un mototaximan a aperçu sa moto à Djan, entre les mains d'un fils de moto qui est très redouté comme étant de moralité douteuse. Il est connu comme ça à Fongotongo. Ce garçon, donc, n'étant pas encore au courant de la disparition depuis la veille de leur collègue Mbuna, et également, en même temps, il confond la moto, puisque la moto ressemblait à la moto d'un autre mototaximan. Les deux ornaient leur moto de la même façon, et la même marque, même couleur. Alors, il abat vers celui-là, en s'exclamant, il lui demande comment tu peux remettre ta moto à un mauvais garçon, à un bandit. Le gars lui dit non, ma moto est plutôt ici au garage. C'est donc à partir de ce moment qu'on a pu faire le rapprochement de ce que... Après la disparition du jeune homme, une enquête est donc ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie de Fongotongo. Les fouilles s'intensifient dans les coins et recoins de l'arrondissement, mais en vain. Avec les populations, on a engagé des recherches. Il fouilles un peu partout. On a eu à interpeller certains de ses petits amis que nous connaissions ici au village. On les a auditionnés. Ça n'a abouti à rien. Entre-temps, les membres de la famille et amis du jeune homme reçoivent un signal. Le téléphone du jeune homme est allumé et connecté à son compte Facebook. Sauf que là, c'est la photo d'un autre individu qui est désormais en profil. Lui, c'est Kwendefo Chancelon, 36 ans. Sa famille, les membres de sa famille disparus, ils reçoivent son nouveau profil Facebook dans leurs différents téléphones avec ce portrait. Ce qui voulait dire que c'est ce monsieur qui utilisait son téléphone. Le nouveau propriétaire du téléphone va même se lancer dans une histoire de romance avec une connaissance du disparu qu'il a pu repérer dans son répertoire. Mais il jouera au rusé et déjouera le rendez-vous pris avec la jeune femme, sentant le danger prochain. Dans les jours qui s'en ont suivi, une petite fille de la place qui a désiré garder son anonymat, elle est élève dans un lycée de la place, qui était également amie du disparu dans Facebook. Elle entre en contact avec le nouvel utilisateur du téléphone de la victime. C'est lui qui appelle la petite fille et il se met à la courtiser. La fille vient vers nous et nous signale. On a donc commencé à utiliser cette petite fille. De temps en temps, on lui mettait un peu de crédit dans le téléphone. C'est comme ça qu'il courtisait et puis il causait presque chaque jour. Il a eu après un rendez-vous avec la fille qui devait descendre sur Tchang. Alors, il n'a pas honoré à ce rendez-vous. Il n'a pas honoré au rendez-vous. Mais, un autre jour, au moment de causer, le gars s'indigne d'abord, il demande à la fille si la fille n'est pas en train de chercher les renseignements sur lui, sur sa personne. La fille lui demande pourquoi. Ce n'est pas ça. Tu m'as fait barrer mon fiancé en me promettant que tu vas m'épouser, moi je t'attends. Je suis demandé à Douala, j'ai fait une semaine, je ne t'ai pas vu. Ensuite, il dit à la fille, bon, ne t'énerve pas ce que je vais te demander là. La fille dit, il y a quoi? Demande à la fille que tu connais un secteur
Donc c'est également le nom de la victime. La fille dit, moi je ne le connais pas, il habite où? Tu es sérieux, c'est vrai que tu ne le connais pas. La fille dit, je ne le connais pas, il habite où? Il dit, bon, je suis très content, comme tu dis que tu ne le connais pas. Parce que j'ai un téléphone qu'on m'a vendu. Dans ce téléphone, j'ai reçu certaines informations. Parce qu'entre-temps, avec la famille, on avait eu à faire des messages de recherche. Nous, à notre niveau, on a fait, mais la famille a fait pour eux comme un SOS. Et le SOS est passé dans la page Facebook du gars. Il l'a bien reçu. Et est resté tranquille. Alors, en date du 25 juin, autour de 20 h, je reçois donc un coup de fil du commandant de Mbongo qui m'appelle et me dit qu'il vient d'interpeller les suspects qui auraient assassiné un certain Bouna Keba à Fongoton. Je lui dis effectivement, nous sommes sur cette enquête depuis. Pendant qu'on y est, le corps sans vie du jeune Brunel est découvert quelques semaines plus tard dans un état de putréfaction avancée. Il avait été assassiné, le corps dissimulé sous les boisseaux par ses bourreaux qui vont donc emporter sa moto, son téléphone et pièces personnelles. Comment ceux-ci vont donc se faire prendre? Tout part des transactions pour la vente de la moto et la légalisation des papiers. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont assassiné le gars, ils ont apporté sa moto, son téléphone, la facture de la moto et la carte d'identité du gars. Arrivé à Douala, celui-ci, il s'appelle Puy Défaut, chancelier. Il fait payer la moto par son patron, puisqu'il se passe pour têteur de bois et son patron est sieur. Et lequel patron l'héberge même à Douala. Ils arrivent donc dans la nuit du 10 au 11 mai. Au patron, il présente Roberto à son patron comme étant son ami qui sort de Tibi. Et le matin, c'est lui qui fait payer la moto à son patron là. Il détermine son patron que l'origine fiable de la moto, que c'est son ami. Il veut s'installer comme soudeur au quartier parce qu'à Cré-Bioport, compte tenu de la pandémie qui sévit, les activités sont paralysées. Il veut donc vendre sa moto pour s'installer, puisque les soudeurs de formation, il veut ouvrir un atelier de soudure au quartier. C'est comme ça donc que son patron achète la moto à 250 000. Il lui avance 200 000. Non, il avance 150 000 plutôt. Il reste 100 000 francs. Le lendemain, lorsqu'il devait donc se déplacer avec son employé pour aller en dossier le bois, il a donné rendez-vous d'une semaine qu'il devait solder les 100 000 francs. Avant donc de partir, il demande à Roberto de lui donner les papiers de la moto. Roberto sort dans la facture qui porte le nom. C'est la facture d'origine de la moto qui porte le nom de la victime. Il lui donne la facture, il s'en va. Étant donc en bourse, il n'a pas pu réunir les 100 000 francs en une semaine. Il est revenu. Il a encore demandé un moratoire d'une semaine. Mais lorsqu'il repart donc en bourse, c'est là où il veut revendre lui-même la moto parce qu'il avait la pression de Roberto qui voulait à tout prix avoir ses 100 000 le plus tôt possible. Il n'a pas moyen, il veut donc revendre la moto. C'est là où on est dans la discussion. C'est-à-dire qu'un défaut, qui est son petit, qui l'héberge et son employé, lui exige de lui donner 50 000 francs sur les 100 000 qui restent. Il lui dit pourquoi. Dans ce cas, j'appelle donc Roberto. Il prend le téléphone, il appelle Roberto. Roberto lui dit de ne pas lui remettre 5 francs. Il dit le petit là a un gros cœur. Mon petit là a un gros cœur. C'est Roberto qui dit que son petit cuir que vous portez ici a un gros cœur. Parce que le téléphone qu'il lui a remis avait même un compte mobile money. Et les premiers 150 000 qu'il a perçus, il lui a remis 50 000 francs. Donc il n'est plus d'accord qu'il perçoive encore 5 francs sur les 100 000 qui restent.
C'est donc là où le problème déclenche. Et quand il remonte même à Douala, pour aller maintenant se faire établir un certificat de vente, Roberto, par mégarde, veut sortir sa carte d'identité pour remettre pour l'établissement du certificat de vente. Il sort plutôt la carte d'identité du téléphone. Il y a donc confusion. L'assistance on lui demande comment tu as la carte d'identité de quelqu'un d'autre et la facture de sa moto et sa moto, qu'est-ce qui ne va pas? Tantôt il dit c'est son frère comme sanguin qui l'a envoyé vendre la moto. À certains il dit que son frère est mort, il veut vendre, c'est lui qui a hérité de la moto, il veut la vendre. C'est donc là il y a eu le déclic pour qu'il soit interpellé. Donc au niveau de Bongo, c'est là où la dispute déclenche entre qui est le faux, qui est l'assassin, l'un des assassins, avec l'acheteur de moto, qui est son patron et qui l'héberge. La brigade de Bongo intervient, donc on les interpelle. Et ils sont gardés à vue, on nous a signalé, nous nous sommes déplacés pour les chercher. Et de là, le groupe est donc renvoyé à la case départ. Des faux chancelants présents le soir du crime et les autres partenaires d'affaires qui viennent d'être présentés à la presse.